Personnage frappant dans l'imaginaire de tous, Hannibal Lecter a non seulement popularisé la série en 4 tomes de Thomas Harris, il est aussi au cœur des adaptations cinématographiques qui en découlent et plus récemment d'une série télévisée. Le personnage est vraiment énigmatique, distingué, cultivé, gentleman, il est l'image parfaite de l'homme qui a du succès et que tout le monde souhaiterait fréquenter. Sauf qu'Hannibal a un secret, il aime faire de la haute cuisine avec des pièces de viande d'origine humaine. Contrairement aux sciences études qui ont été faites sur le cannibale, un des cannibales les plus célèbres, nous ne souhaitons pas aujourd'hui tenter de comprendre comment le raisonnement d'Hannibal est vraiment si charismatique et fascinant pour le public, ni ce qui fait de lui un monstre. Nous allons plutôt faire des observations portant sur le traitement de la nourriture, humaine ou non, dans les œuvres ayant Hannibal pour personnage, en voyant comment celle-ci influence son développement psychologique. Dans cette présentation, je vais m'intéresser particulièrement au contenu des repas, particulièrement ceux qui sont faits avec des invités. Je vais tenter de voir comment l'attribution de viande humaine, qui est une transgression bataillenne par excellence, devient essentielle pour les pères, et comment cette consommation interdite est tout ce qui reste de l'humanité du psychiatre, ce qui le force à répéter l'acte sans fin. Pour ce faire, je vais faire référence à la tétralogie de Thomas Harris, les films qui en sont inspirés, ainsi que la récente série télévisée. Évidemment, il y a beaucoup plus d'exemples que de temps, donc si jamais vous avez besoin de plus de preuves, on pourra en parler dans la période des questions. J'aimerais aussi vous avertir que ça se peut que j'ai des photos qui soient choquantes, viande humaine, oblige. Nous préférons vous analyser. Georges Attal décrit dans son ouvrage d'érotisme la transgression comme étant ce qui lève l'interdit sans le supprimer. Cet interdit est nécessaire pour qu'une transgression soit efficace et achevée, car la jouissance du sujet en dépend. Hannibal est parfaitement conscient du rapport qu'il entretient avec le tabou ultime, et son plaisir n'est pas uniquement dans la transgression qu'il perpétue lui-même, il est aussi dans l'ignorance de ses invités alors qu'il mange les plats qu'il a préparés. Par exemple, dans le film Red Dragon, une de ses invitées, qui est membre de l'Orchestre symphonique de Baltimore, lui demande l'origine du Divine Looking Amuse-Bouche qu'il s'apprête à manger. Hannibal lui répond « If I tell you, I'm afraid you won't even try it ». Sachant très bien qu'ils sont en train de manger l'un des autres musiciens de l'orchestre, qui est peut-être un peu moins talentueux. Hannibal, les regarde se délecter en souriant, mais on ne va pas manger dans cette langue-là. Dans Silence of the Lambs, qui suit chronologiquement le Dragon, il revient sur cet événement-là en parlant à Clarice Starling, pas en s'excusant, mais en légitimant ce qu'il a fait, en lui disant qu'elle avait sans doute, elle aussi, dû recevoir des gens avec ce qui lui restait dans son frigo. Dans la série, c'est un autre exemple, alors qu'il reçoit Jack Crawford, qui est le chef de l'unité d'analyse comportementale du FBI, il lui annonce qu'il mange du lapin. Alors que Crawford répond avec humour qu'il should have hopped faster, Hannibal a une vision qui lui rappelle son meurtre. Puis ensuite, on voit toute la préparation culinaire avec la musique classique, les mouvements très finement orchestrés. Il lui répond comme si de rien n'était, yes, he should have. C'est pas suffisant pour Hannibal de consommer de la viande humaine dans le secret, puisque bien qu'il soit conscient de l'illégalité du geste, il ne juge pas ses propres actions comme erronées et malsaines. Il tire un grand plaisir à manger les free range rude, ce qu'on pourrait traduire par les impolis en liberté, disant même que whenever feasible, one should always try to eat the rude. Son plaisir est décrié lorsque les gens mangent sans savoir des êtres humains, car il les amène avec lui dans son crime, il les force à transgresser. De cette manière, il démontre sa puissance sur ses victimes, mais transforme également ses invités dans un autre type de victime, ce qui décuple son plaisir. Lorsqu'il est incarcéré, il n'est plus en mesure de jouir de sa passion de la chair humaine ou même simplement de la bonne chair, mais se met à se nourrir de manière métaphorique de la fascination du public à son égard et trouve également d'autres substituts bien réels et comestibles pour continuer à perpétrer une forme de transgression. Dans Silence of the Lambs, après avoir refusé de remplir le formulaire que lui avait donné Clarice Starling pour tenter de l'étudier, Hannibal fait une tirade dans laquelle il analyse les origines et motivations les plus secrètes de l'agent Starling. Ensuite, celle-ci, émue et terrifiée à la fois, lui dit qu'il a sans doute peur de faire une analyse aussi précise de ce qu'il voit en lui-même. C'est à ce moment-là qu'Hannibal répond une de ses phrases les plus célèbres. A census taker once tried to test me. I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti. Puis, fixant toujours Clarice, il se met à siffler de manière inquiétante, comme s'il frissonnait de plaisir.
Il ignore la question de Clarisse, puis retourne la situation à son avantage pour jouer avec elle, finalement. Toujours dans Silence of the Lambs, juste après que Clarisse ait décrit, dans le fond, elle a grandi vécu brièvement sur un abattoir quand elle était jeune, puis elle décrit les cris des agneaux en les associant au bruit que font les enfants quand ils crient. Après son départ, Hannibal peint un portrait d'elle tenant un agneau dans ses bras, ce qui n'est pas sans rappeler un portrait de Vierge à l'enfant, par exemple. Puis, pour souper, il se commande des côtelettes d'agneau saignantes, substituant la chair humaine véritable par une association avec un agneau humanisé. Hannibal, bien qu'il soit décrit par le personnel des œuvres, les professionnels, comme Crawford du FBI ou le Dr. Sheldon de l'Institut psychiatrique, comme un monstre qui se met du tourment des autres, mais jamais dépeint comme tel par le narrateur qui laisse le lecteur ou l'auditoire se faire sa propre idée. Le lecteur devient rapidement l'anti-héros par excellence parce que bien que ses actes soient généralement recommandables, comme son rapport avec le bien et le mal est différent de celui qu'on pourrait avoir, il devient plus mystérieux encore. Le lecteur a souvent été comparé au surhomme nietzschéen, principalement parce qu'il ne répond pas aux codes généralement acceptés dans la société, comme la loi et la religion. C'est principalement ce deuxième aspect qui m'intéresse aujourd'hui, parce que je souhaite explorer davantage les motivations d'Hannibal à sauver d'autres êtres humains, sans que le cannibalisme puisse être qualifié de sacrifice qui nécessite le don de quelque chose qui nous est cher, ce qui n'est pas ce qu'Hannibal fait. Dans Dark Thoughts, Philosophic Reflections on Cinematic Horror, Daniel Shaw compare Hannibal avec le surhomme de Nietzsche, en insistant sur la nécessité d'avoir un caractère impitoyable et surtout terre à terre. On le voit dans la série, mais toutes les œuvres pas mal. Hannibal collectionne les actes de Dieu vengeur, principalement parce qu'il hésite entre deux possibilités sur l'existence de Dieu. La première étant celle d'un Dieu comme celui de l'Ancien Testament, cruel même avec les fidèles. La deuxième étant l'inexistence d'un Dieu créateur et l'apparent hasard de la vie humaine et de l'univers au sens large. Collectionne les nouvelles d'église qui s'affaissent sur les fidèles parce que ces histoires renforcent la foi qu'il a en lui-même et bannissent toute raison de vouloir agir par compassion ou au nom d'une force plus grande que lui. Ce doute-là le met au son de son propre univers. Puis, comme il juge les autres lois tout aussi arbitraires que les codes qu'il se construit, il ne voit pas par quelle autorité elles sont appliquées. Dans Animal Rising, Hannibal commence à ressentir un besoin de vengeance parce qu'en fait, pendant la Deuxième Guerre mondiale, sa petite sœur et lui ont été kidnappés par les déserteurs. Puis, ces déserteurs ont fini par dévorer la petite sœur d'Hannibal sous ses yeux. Donc, il cherche à se venger de ça. Hannibal demande à sa tutrice, Lady Murasaki, Do you think God intended to kill Isaac and that's why he told Abraham to kill him? Alors, ceci répond non, puisque l'ange arrive à incarner à temps. Hannibal se contente de lui répondre Not always, pensant manifestement au décès de sa sœur, pensant qu'il compte désigner à son secours. Pour lui, c'est une preuve de l'inexistence d'un Dieu aimant. C'est pour ça qu'il pourchasse les assassins de sa sœur pour les dévorer de la même manière dont la même manière qu'ils ont dévoré sa sœur. Dans un autre idée, il y a plusieurs critiques qui ont abordé le respect d'Hannibal pour les règles de courtoisie, bienséance, tout ça, comme un simple masque servant à le protéger des soupçons. Mais je pense que ces règles-là, comme elles correspondent à un monde fort, supérieur, rappelant l'aristocratie dans laquelle il aurait dû grandir, sont sincères pour lui. Elle réaffirme son pouvoir en tant qu'homme savant, haut galant, professionnel reconnu et fin aimé. Évidemment, ces règles protègent Hannibal d'une certaine manière, car l'horreur des enseignes qui lui ont valu le nom du Chesapeake Ripper dans les médias et au FBI semble totalement étrangère à cet homme calme et à l'attitude irréprochable. Étrangement, c'est sa passion pour la nourriture qui va aussi le trahir. Dans Red Dragon, à un moment donné, Will Graham consulte par hasard les livres de cuisine d'Hannibal dans lesquels il y a des notes manuscrites dont les parties correspondent à ce qui manquait sur les cadavres qui ont été retrouvés, donc les meilleures parties, les joues, les organes, tout ça. Mais pourquoi est-ce qu'après ça, être vengé, Hannibal continue à dévorer des êtres humains qui n'ont rien à voir avec son enfance torturée? C'est parce qu'il a pris goût à l'être humain en tant que tel, en tant qu'objet de chair, et il doit répéter cet acte-là. Bataille ajoute que la fréquence et la régularité des transgressions n'infirme pas elle-même la fermeté intangible de l'interdit, dont elle est toujours un complément attendu, et considère également ce qui est comme sacré, donc religieux, entre ce qui est l'objet de l'interdit.
Hannibal, en consommant d'autres êtres humains, se dissocie toujours plus d'eux dans son code de pensée, ce qui était dans sa jeunesse un acte de rétribution pour venger sa sœur, ou une façon de masquer le fait qu'il avait probablement mangé lui-même malgré lui. C'est une façon de réaffirmer sa supériorité dans l'exécution d'un service en mangeant les fruits d'un jeu. Pour garder sa place en tant que prédateur dans son code de valeurs, Hannibal a besoin d'éliminer ceux qui contreviennent à sa vision du monde, non pas égalitaire ou juste, mais divertissant et orienté pour son plaisir. Pour réaffirmer ça, il consomme l'interdit, absorbant le sacré et lui conférant une nouvelle vie à travers sa personne, devenant sans cesse plus fort par la répétition de son geste. Par rapport au code de valeur, quand il s'enfuit, Clarisse n'a pas peur qu'Hannibal vienne à sa poursuite parce qu'elle sait qu'elle a toujours été polie, a toujours bien agi en sa présence et que donc Hannibal considérait ça comme franchement impoli de venir manger Clarisse. C'est d'ailleurs quelque chose que l'État va confirmer en lui téléphonant en lui disant ne t'inquiète pas, tout ça. Je ne peux pas te parler longtemps. I'm having an old friend for dinner. En faisant référence au Dr. Chilton qui l'a maltraité pendant son incarcération. Fidèle à lui-même, Hannibal joue avec les conventions sociales, déconstruisant une expression populaire en se l'appropriant, parce qu'on se doute très bien du destin qui attend le Dr. Chilton. Hannibal est fort d'une conception du monde où l'être humain n'est pas la création supérieure d'un dieu aimant. Il ne ressent pas de remords lorsqu'il mange la chair humaine, car il ne place pas l'être humain sur un piédestal, il est pour lui un animal. Les inconnus qu'il ne tue ne servaient à rien selon ses standards et il leur fait l'honneur de se rendre utile en devenant la nourriture, en devenant source de vie et donc dans une continuité digne de leur nature. Les sujets deviennent sacrés par la transgression rituelle. La mort étant, toujours selon Bataille, l'une des plus grandes sources d'horreur et d'ébullition, la pulsion d'Hannibal pour la chair humaine, si elle ne peut qu'un côté lui rappeler la fatalité de la mort, lui permet de se rapprocher suffisamment d'elle dans une situation de sûreté et de supériorité pour en ressentir des délices. Au lieu de chercher à enfouir les cadavres, lui rappelant sa mortalité, son crime, voire sa monstruosité, Hannibal les absorbe pour se rendre plus fort physiquement et spirituellement. Chaque repas est pour lui une source de vie qui mérite d'être célébrée, car les repas rappellent la mortalité de l'être humain et sa dépendance de la nourriture, mais ramènent également dans l'instant présent, dans la beauté de l'existence fragile et précieuse. Il entretient un rapport privilégié non seulement avec ses victimes une fois transformées, mais avec la nourriture en général. Chaque repas est préparé avec soin et respect, parce que, c'est une citation de lui, the feast is life, you put the life in your belly and you live. Son respect pour la nourriture s'observe de plusieurs manières, entre autres dans la série. Je pense notamment à un moment où il invite Tobias, qui est un autre tueur en série de Baltimore, il l'invite à souper, puis au cours de ce souper-là, Tobias lui offre son amitié dans une réciprocité meurtrière. Hannibal refuse poliment cette amitié-là, puis surpris, Tobias lui demande pourquoi tu m'as invité d'abord. Hannibal lui dit qu'il avait prévu de l'assassiner. Inquiet, Tobias regarde son assiette, son vin qui avait préalablement été entamé, puis Hannibal prend ses distances, puis il se contente de répondre I didn't poison you, Tobias, I wouldn't do that to the food. La nourriture surpasse l'être humain en importance, elle mérite davantage de soins et de respect que Tobias, qui lui mérite la mort parce qu'il est, au sens Hannibal, indécent et irrespectueux. Cependant, entraîner quelqu'un dans la mort par la nourriture serait un interdit pour Hannibal. Nous avons mentionné plutôt qu'Hannibal était un hôte irréprochable. Sa table est toujours magnifiquement dressée, ses vins choisis avec soin, la présentation des plats qu'il fait est toujours simplement sublime, car son souci du détail est hallucinant. Les plats qu'il sert à ses invités sont théâtraux, comme ses notes, et on retrouve toujours une dimension symbolique dans les repas qu'il concocte, avec l'ajout de décorations comme des grandes et des fleurs, agissant comme des memento mori. J'ai déjà parlé des côtelettes d'agneau, mais Hannibal utilise souvent le repas comme une source de rapprochement intime avec ses invités. Dans la série, alors qu'il cherche à mieux connaître Abigail, une jeune femme dont le père était cannibale, ils sont tellement fréquents, il lui offre un thé spécial contenant des champignons hallucinogènes afin d'ouvrir son esprit. Ensuite, il lui prépare un petit déjeuner pour le souper en affirmant que taste is not only biochemical, it's also psychological. Hannibal souhaite ramener les derniers souvenirs qu'Abigail a avec son père alors qu'ils préparaient le déjeuner ensemble juste avant que la police le tue. Il attire sa confiance en se mettant comme nouvelle figure paternelle, reprenant là où le père biologique avait arrivé. Le repas joue un rôle crucial dans les fondements de la relation. On ne voit pas très bien, mais c'est la deuxième
deuxième image à partir de la droite, de la brioche, les œufs, les saucisses. Hannibal cuisine aussi souvent dans la série avec Alan Bloom, sa collègue et ancienne étudiante, avec laquelle il entretient une passion secrète. Dans une scène, il cuisine des brochettes de cœur. Hannibal fait un lien avec, en fait, je vais vous lire la citation, c'est tout simple. A remarkably lean organ, the heart, yet such a potent symbol of life and the things that make us human. Ensuite, il fait des confessions, tout ça pour se rapprocher d'elle. Il dit qu'il est un peu troublé récemment, puis la façon de reprendre possession de sa vie, de ses idées, c'est de retrouver son appétit, et pour cela, il va réaliser un banquet. C'est logique. L'ingestion d'un cœur est aussi abordée dans Red Dragon au moment où Will Graham démasque Lecter. Lecter, pour se protéger de l'arrestation, tente de tuer Will en lui disant « I admire your courage, I think I will eat your heart ». Puis ça, c'est assez rare parce que d'habitude, Hannibal mange pour le goût, particulièrement fin, des organes humains. C'est la première fois qu'on voit une telle référence au cannibalisme plus traditionnel d'absorber les caractéristiques d'un individu comme ça. Il aime cuisiner des plats exotiques qui sortent de l'ordinaire, puis il se prend un très grand plaisir à expliquer leur symbolique à ses invités. Alors qu'il croit avoir réussi à subvertir Will Graham, il lui sert un ortolan, qui est un oiseau, là, dans le fond, qui est considéré comme un rite de passage pour les fins de mai. On capture l'oiseau vivant, on le gave, on le noie dans l'armagnac, ensuite on le croque tout d'un coup avec un tissu sur la tête pour préserver le fumet, mais aussi pour se cacher de Dieu. Évidemment, les deux ne se cachent pas de Dieu parce que c'est un peu ordinaire. Ça fait cette acte controversé une transgression achevée. Dans un autre épisode, Hannibal sert un colodette, pardonnez mon accent russe, un steak de viande, dans ce cas-ci de poisson, à Crawford. Il dit aimer ce plat parce qu'il offre un cadenas en 3 dimensions pour inventer une histoire. Dans son colodette, Hannibal a symbolisé la chasse en faisant un cercle avec 2 poissons, comme un peu on l'a vu dans le PowerPoint de Fanny plus tôt. Ça, là. Hannibal explique à son invité que c'est un plat dont the outcome can never be predicted. Premièrement, parce qu'on ne sait jamais si notre aspect est figé ou si ça veut juste s'affaisser sur le comptoir. Deuxièmement, parce qu'on ne peut pas savoir dans ce cas-ci quel poisson poursuit l'autre. Ça évoque la chasse dans laquelle ils sont plongés, lui avec ses victimes, et Jack Crawford avec le Ripper qui est Hannibal. Crawford lui dit I have to confess that I don't know who's pursuing whom any more than these fish do. Puis Hannibal lui répond Whomever is pursuing whom in this very moment, I intend to eat them. Jouant sur le fait qu'il peut avoir parler des poissons dans la steak, mais surtout des agents du FBI qui le pourchassent. Les repas d'Hannibal sont une célébration de la vie et de la force de ceux qui les consomment, qui réussissent à persister en absorbant plus faible qu'eux, que ce soit lorsqu'ils mangent d'autres êtres humains ou non. Les repas sont source d'introspection et d'intimité pour Hannibal, le seul moment où il laisse tomber ses barrières, quelques-unes d'entre elles, avec ceux qui sont dignes de confiance, ou, s'il ne s'agit que d'un jeu de manipulation pour lui, de tirer les confidences des autres dans une illusion d'amitié. Les repas sont la forme suprême des rituels d'Hannibal, le résultat culminant des nombreuses étapes ayant mené à leur perfection. On voit un peu ici, j'ai fait une photo avant-après, donc on a la carte de visite d'une personne déplaisante et le destin de cette personne-là. Donc, choix de la victime, choix de la recette, préparation en solitaire ou avec un invité, les services savamment orchestrés, la décoration de la musique, toujours divine. Les repas sont des œuvres d'art enfantines dans lesquelles Hannibal met tous ses efforts afin de ressentir une expérience sensorielle, suscitant émotion et souvenir, dans une célébration des codes qu'il s'est lui-même construit. Lecter, ce n'est peut-être pas nécessairement le seul homme tel que l'avait décrit Nietzsche, devient définitivement un prédateur ayant le sens du spectacle. Et ces repas, transgression consommée, c'est à la fois ce qui le rend humain et inhumain, gentleman cannibal. Je vous laisse sur 2 citations inspirantes.